D'abord, merci à Finance Innovation de nous proposer cette table ronde. Et je suis vraiment ravi d'accueillir Eric Camp, CDO de Chief Digital Officer, désolé, de Crédit Agricole, Benoît Gruet, qui est CEO et fondateur, si je ne m'abuse, cofondateur de CDLK, Sophie Marot-Rémy, qui est maintenant VP de FinTechture sur les partenariats et le product marketing. Et enfin, Gilles Abitbol, qui s'occupe des partenariats également et des projets digitaux, je crois, responsable de tout ça, chez Allianz Trade. Alors, bienvenue à vous. Et on va essayer... Ah, Johan a pu se connecter. Johan Burkovic. Ah oui, dis donc. Waouh. Belle place. Donc, Johan, malheureusement, ne peut pas se joindre à nous parce qu'on l'a laissé chez lui. Je crois qu'il est contagieux. Voilà. En tout cas, merci de réussir quand même à te joindre à nous. Tu nous entends bien? Très bien, j'espère que vous également. Oui, oui, ça marche. Ça marche. Voilà. Alors, moi, je voulais dire quelques mots. C'est vrai que cette année, moi, personnellement, j'ai trouvé que l'année 2022 sur le digital d'une manière générale a été particulièrement riche pour vivre ce sujet-là depuis pas mal d'années, et en particulier l'open finance. J'ai trouvé que aussi bien dans le monde qu'en Europe en particulier, et si on se focalise sur l'Europe, il y a beaucoup de choses qui se sont dites, beaucoup de choses qui se sont passées, beaucoup de décisions qui ont été prises, aussi bien dans le domaine réglementaire. On pourrait citer la Commission européenne avec un certain nombre de réglementations qui ont été votées récemment, au-delà de l'open finance, sur DORA, sur MiCA et d'autres choses. La Commission européenne qui a lancé la consultation de la révision potentielle de la DSP2, consultation sur l'Open Finance Framework. Énormément de choses se passent au niveau même des standards. Bon, moi, j'ai l'honneur de co-présider la partie demande du marché d'un des standards les plus répandus en open finance, qui est le Berlin Group. On a déjà sorti des choses sur l'open finance depuis 18 mois. Il y a d'autres choses à dire. Enfin, je veux dire, l'EPC, le European Payment Council, a sorti la version 1 d'un nouveau scheme qui cherche justement à tirer parti et à aligner des pratiques, et pas d'une façon réglementaire d'ailleurs, en apportant des API premium entre les banques, les payeurs, les brokers, etc. Donc c'est quand même une très très belle initiative. On verra comment tout ça va se transformer. Au niveau de Finance Innovation, on a travaillé, merci Cyril d'avoir réuni avec nous une trentaine de sociétés pour travailler sur des cas métiers qui pourraient tirer parti potentiellement de l'open finance, justement en identifiant dans quelles conditions. C'est ça qui est intéressant. Enfin bref, il y a beaucoup de choses à dire. Nous au niveau de Sopra Banking, je ne me suis pas présenté, je suis Head of Research pour Sopra. Et on a sorti la deuxième édition de la maturité digitale des banques dans le monde. Et alors cette année, c'est intéressant, c'est que à la fois les banques, d'une manière générale, se considèrent moins matures qu'elles ne l'étaient l'année dernière. Et précisément sur quoi elles doivent insister, c'est sur le travail collaboratif, sur la collaboration, sur les impacts sur les modèles opérationnels, etc. L'open finance, évidemment, c'est un moyen, c'est qu'un moyen pour faire tout ça. En tout cas, aujourd'hui, on va être tenté d'être un petit peu concret d'ailleurs sur ces sujets. Pas forcément évident. Il y a beaucoup de choses qui ont été écrites depuis de nombreuses années, beaucoup de marketing, beaucoup de belles histoires, on va dire. Maintenant, il faut passer à la vitesse supérieure. Donc, peut-être pour commencer la table ronde, je vous propose plutôt que de définir, d'avoir 6 nouvelles définitions de l'open finance, je vous propose qu'on s'intéresse à quoi ça sert. Et à quoi ça sert, pas tellement pour nous-mêmes, mais pour notre but commun, c'est de mieux satisfaire les clients finaux, qu'ils soient individus, vous et moi, ou qu'ils soient entreprises. Donc vous et moi aussi peut-être, mais sous une autre étiquette ou sous une autre casquette. Qui veut se lancer? Ah, vas-y Gilles.
On y va. Voilà, vous m'entendez? Bonjour à tous, ravi d'être avec vous. Alors pour commencer, peut-être dire quelques mots sur ce que fait Alliance Trade et comment on se positionne par rapport à l'Open Finance. Donc Alliance Trade, c'est une entreprise qui fait partie du groupe Alliance et qui aide les entreprises à se développer en toute sécurité. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on protège la trésorerie des entreprises et on fait de la prévention des risques d'impayés. Aujourd'hui, on est un acteur extrêmement innovant sur les activités du e-commerce notamment. On est le seul et le premier assureur à avoir digitalisé l'ensemble de nos parcours assurantiels, ce qui nous permet de délivrer des garanties d'assurance crédit en temps réel, notamment intégrées aux plateformes de vente en ligne et aux marketplaces. Donc ça, c'est une innovation qui a été faite grâce à la digitalisation de toute notre chaîne de valeur, la plateformisation et l'APIisation. Alors, j'ai envie de dire qu'on n'a pas, nous, attendu l'open banking pour faire ça. On le fait parce qu'on est une entreprise centenaire. On a des bases de données sur la santé financière des entreprises. On a capitalisé sur ces bases de données de plus de 80 millions d'entreprises. Donc j'ai envie de dire qu'on a déjà innové et on le fait déjà sans open banking. La question, c'est de savoir comment on peut aller plus loin et comment on peut bénéficier, pour nous et également, surtout pour nos clients qui sont des entreprises, de l'open finance. J'ai envie de dire que l'open finance est une extension de l'open banking. On peut voir en fait l'open banking comme un voyage spatial sur la Lune. Donc on a atterri sur la Lune avec l'open banking, on a posé le premier pas. C'est un petit pas pour la banque, mais c'est un grand pas pour le client final. Pour nous, sur l'open finance, ce qu'on peut dire, c'est que c'est très prometteur. C'est très prometteur parce que ça peut nous permettre déjà sur différents axes d'améliorer l'expérience client. Donc il y a toute une dimension de nouveaux usages et de business model à repenser, à recréer grâce à l'open finance. Il y a aussi une dimension data qui est très importante, on en parlera par la suite. Et puis enfin, il y a une dimension éthique qui nous tient à cœur. Et on espère que l'open finance pourra aussi favoriser la RSE. Très concrètement, puisqu'il est question d'un use case, puisque c'est ça aussi l'open finance, c'est travailler sur des use cases, c'est de comprendre comment ça peut améliorer le business, mais surtout bénéficier aux entreprises ou aux clients. Si je prends par exemple l'exemple du secteur du tourisme, et je suis un hôtelier. Donc je suis un hôtelier, j'ai vécu 2 ou 3 dernières années très difficiles à cause de la crise Covid, mais j'ai décidé de donner un coup de boost à mon hôtel et de redynamiser mon image en achetant du mobilier. Donc je souhaite rénover l'ensemble de mon mobilier, c'est-à-dire des canapés, des fauteuils, des tables basses, et tout ça pour les espaces à vivre et les chambres. Eh bien, qu'est-ce que je fais? En tant qu'hôtelier, je vais sur mon site e-commerce préféré, chez mon fournisseur, qui, je sais, va pouvoir peut-être m'accorder du délai de paiement, du délai du crédit, 30, 45, 60 jours. Je passe ma commande en espérant que la commande à 100 000 € puisse être payée à crédit à 60 jours. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Le site e-commerce, qui est assuré crédit chez Alliance Trade, va interroger via nos API notre moteur de décision et notre scoring et va pouvoir dire si moi, hôtelier, je suis éligible à une couverture et donc à un délai de paiement. Si aujourd'hui on fonctionne comme ça, avec simplement ce scoring-là, on va voir en fait dans mon analyse financière avec mes chiffres que les chiffres 2021 ne sont pas exceptionnels. L'open banking n'y changera pas grand-chose puisque la consultation de mes comptes ne va pas aider. Mais demain, avec l'open finance, moi hôtelier, je pourrais présenter des données 2022 beaucoup plus actualisées. Moi, hôtelier, je pourrais également donner accès à mes données sur mon outil de gestion de trésorerie qui me présentera des prévisionnels beaucoup plus intéressants. Moi, hôtelier, je pourrais également avoir la capacité de donner accès sur des outils de comptabilité ou de facturation montrant des expériences de paiement très intéressantes et encourageantes. Moi, hôtelier, je serai également en mesure de donner accès à plein de données de mon CRM, montrant un carnet de réservation intéressant. Et puis moi, hôtelier, pourquoi pas, je pourrais aussi donner accès à des données de mon émetteur de carte, montrant un prochain cashback ou refund qui arriverait sur mes comptes. Donc tout ça permettra à l'assureur crédit de faire retourner son algorithme des décisions et de prendre une décision au plus juste et d'accorder ce délai de paiement. Voilà pour le use case. Merci.
Je vais compléter, je suis à côté. Alors effectivement, je te rejoins sur le fait que pour moi, l'open banking est inclusif de l'open finance si on vient poser un cadre et une définition. Alors néanmoins, peut-être rappeler que l'open banking a quand même ouvert la voie à effectivement des nouveaux cas d'usage, puisque c'est ce qu'on veut illustrer là. Et notamment, je vais l'illustrer avec ce que fait Fintecture, c'est-à-dire de l'initiation de paiement et donc de créer aussi des nouveaux moyens de paiement. Aujourd'hui, on vient réinventer un peu l'expérience de paiement par virement et donc permettre finalement ce mode de paiement qui était, j'allais dire, finalement, aujourd'hui, qui est le mode de paiement utilisé par 90%, 95% des entreprises. Le virement n'avait jamais évolué. Et donc aujourd'hui, l'initiation de paiement vient complètement moderniser cette manière de payer, permettre d'avoir une instantanéité dans la réponse, donc dans une confirmation pour le marchand de la capacité à payer et surtout une expérience pour le payeur qui est beaucoup plus fluide qu'aller saisir son bénéficiaire dans son interface bancaire, attendre qu'il soit validé, attendre encore 2-3 jours avant que le virement soit processé, etc. Et la transaction vient embarquer un certain nombre de data pour automatiser la réconciliation, le rapprochement bancaire. Donc en fait, on voit ici un cas d'usage hyper concret de l'open banking. Tu as évoqué, je pense que Joanne, je te passerai le relais là-dessus aussi, sur l'accès aux informations des comptes bancaires qui permet effectivement d'avoir des modèles de scoring aujourd'hui instantanés. Donc voilà, l'open banking est venu poser quand même un certain nombre de pierres aujourd'hui essentielles qui ouvrent des nouveaux cas d'usage dans le paiement, dans le crédit. Et donc créer des nouveaux produits. Et je pense que ce qu'on cherche aujourd'hui à démontrer sur ce vocable d'open finance, c'est qu'on peut aller beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'en fait, aujourd'hui, certes, ça a donné lieu à des produits innovants, mais finalement, ces briques de services peuvent être aujourd'hui finalement repackagées avec d'autres acteurs bancaires, assurantiels qui sont ici autour de nous, complémentaires à ce qu'ont pu développer les fintechs pour aller donner de la valeur supplémentaire. Parce que finalement, l'open finance, c'est quoi ? C'est aller donner de la valeur ajoutée pour le consommateur, pour la société in fine, évidemment. Alors, on a vu l'intérêt pour les entreprises qui ont besoin d'assurer le risque fournisseur. Ça, l'open finance travaille. On comprend que les virements instantanés permettent effectivement d'améliorer peut-être les parcours clients et pour les individus et pour les entreprises. Faudrait peut-être rentrer un petit peu dans le pourquoi ça fait ça et qu'est-ce que ça apporte comme bénéfice. Benoît, qu'est-ce que tu veux ajouter ? Alors, je sais qu'on n'est pas là pour faire des définitions, mais mes camarades ont déjà précisé le open finance, open banking. Et moi, je dois dire très honnêtement, depuis que j'ai cofondé CDLK, je ne me suis jamais vraiment posé la question de où est-ce qu'on était. Mais bon, l'exercice est intéressant, puisqu'aujourd'hui, derrière c'est une dénomination. On peut dire qu'on a démarré par l'open banking, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça n'est que la digitalisation de la donnée, de la plateformisation. Et la deuxième question critique, c'est l'accès à cette donnée. Donc, moi, je suis pas gêné, mais à partir du moment où la digitalisation, c'est un mouvement de fond, on va dire on peut appeler ça comme on veut, mais tout se digitalise. C'est pas un sujet. Le deuxième sujet, c'est quand même l'accès à la donnée. Soit on demande l'autorisation aux consommateurs, si on parle du particulier ou de l'entreprise, soit on passe par les acteurs déjà qui manipulent ces données, qui sont aujourd'hui les banques. Donc ça, c'est déjà très segmentant. Alors soit on est, entre guillemets, disruptif, dans le cas où on va demander plutôt l'autorisation du particulier, soit on collabore avec les banques et on est dans la catégorie des fintech enablers. Bon. Mais après, il n'y a pas... C'est pas forcément une seule voie. On peut travailler sur différents sujets. Il y a des fintechs qui le font très bien. Et puis après, c'est comment on situe le périmètre sur lequel on crée de la valeur. On a parlé de l'open banking qui n'est autre que de créer des services à valeur ajoutée dans le périmètre historique de la banque, de faire mieux que ce que faisait la banque aujourd'hui. On parle de l'open finance aujourd'hui, donc on va un peu plus loin parce qu'on s'ouvre à des sujets qui sont pas forcément du périmètre historique de la banque, comme celui de gérer des feuilles de paye, les ressources humaines, la comptabilité. Et là, il y a tout un environnement, et c'est bien le sujet d'aujourd'hui. L'open finance, ça va jusqu'à faciliter la relation des entreprises avec l'expert comptable, etc. Et puis il y a l'open economy. Donc moi, j'aime bien avoir en tête quand même ce schéma de open banking. On a élargi à l'open finance, c'est le sujet d'aujourd'hui.
Et puis, il y a l'open economy, qui est beaucoup plus large. Et là, c'est des relations que le consommateur peut avoir avec l'État, avec tout l'écosystème. Et où est-ce que nous, CDLK, on se situe, j'ai envie de dire, un peu partout. Parce que nous, on a développé une solution qui s'appelle la PDMP, Payment Data Management Platform, qui n'a qu'un objectif, c'est de rendre exploitable la donnée que l'on manipule au quotidien, et notamment la donnée de paiement. Et donc, à partir de ce moment-là, nous, on propose quoi ? De transformer cette donnée en donnée exploitable pour faire du cashback. Donc, on est leader sur le marché français avec quasiment 5 millions d'adhérents qui bénéficient de cashback en utilisant uniquement leur carte bancaire. On propose également des solutions pour rendre intelligibles les relevés de compte bancaire. Donc ça veut dire que quand vous regardez votre relevé, eh bien, nécessairement, c'est quand même intéressant d'avoir la place de SRL Dupont, d'avoir la brasserie du marché, et on sait que c'est un restaurant et c'est à tel endroit, et ça m'évite de passer des heures et des heures à comprendre si j'ai vraiment fait une transaction dans ce point de vente. Et puis on a un troisième cas d'usage qui est celui des rapports marchands, sur lequel en ce moment on s'est beaucoup développé. C'est des baromètres qui permettent, basés sur la donnée de paiement, de produire des analyses marché fines, non pas sur du déclaratif. Nous, on a un panel de plus de 500 000 porteurs de cartes qui dépensent au quotidien dans l'ensemble des points de vente en France, et sur lesquels, si on veut faire des choses intéressantes et exploitables, il faut être capable de catégoriser chaque point de vente. Et en le disant, ça paraît simple, mais c'est toute la complexité. Donc on est vraiment nous, on intervient sur rendre exploitable la donnée de paiement à différents cas d'usage que je viens de lister. Voilà. D'accord, donc un intérêt très marqué pour les marchands, mais aussi pour les individus et les acheteurs, les consommateurs. Au sein de l'écosystème, oui. Après, non, mais très concrètement, quand on fait du cashback à titre de particulier, je vais chez Monoprix, je paye avec ma carte. Et en plus, avec ces DLK derrière, les marchands, ils ciblent plus facilement, et donc ils réduisent le coût d'un canal digital de vente. Absolument. Voilà. Donc ça, l'open finance, au-delà de toute la tuyauterie dont on parle et qui fait effectivement couler beaucoup d'encre sur pas mal de sujets, il y a des cas d'usage vraiment très concrets là, ici. Johan, tu nous entends là toujours ? Très bien. Est-ce que tu veux donner ton point de vue, toi qui œuvres là-dedans depuis aussi, je ne sais pas, une onzaine d'années ? Je suis sûr que tu as des idées de cas d'usage concrets sur le sujet. Donc effectivement, pour moi, l'open banking, l'open finance ou l'open data, globalement, c'est un individu, une entreprise, une entité, c'est de pouvoir maîtriser sa donnée et la partager avec tiers pour bénéficier d'un service. On a commencé là avec banking en 2011, et il y avait les comptes de paiement qui cadraient par la DSP2, mais il y avait également déjà, et il y a toujours, des comptes d'épargne et crédit. Déjà, pour moi, tout de suite, dans l'open finance, ça inclut les comptes épargne et crédit et l'assurance vie. Les cas d'usage, on voit tout de suite sur la gestion de patrimoine, de pouvoir bien conseiller que j'ai un grand patrimoine ou un petit, j'ai besoin d'avoir une donnée intelligente, simple, accessible, compréhensible, et d'avoir derrière des inputs qui me permettent de prendre une bonne décision. Dans le crédit scoring, moi j'aime penser que si jamais on avait accès simple à la donnée et une donnée intelligente, il y aurait beaucoup moins de surendettement et de malendettement. Parce que le crédit permet de réaliser des projets. La problématique, c'est de prêter à la mauvaise personne, soit qui n'a pas les moyens de rembourser, soit qui a un comportement à risque. Grâce à la donnée et à la compréhension de la donnée, on est capable de le détecter beaucoup plus facilement. Et donc de prêter aux bonnes personnes. Je schématise, mais globalement, avant, j'avais un CDI, j'avais accès au crédit très facilement. Je n'ai pas un CDI, c'est très complexe. Parce qu'il faut que je rentre dans la finesse de la donnée, il faut que je rentre dans la finesse du comportement. Même s'il n'y a pas des revenus réguliers, quelqu'un peut être beaucoup plus précautionneux dans sa gestion de budget que quelqu'un qui est en CDI. Peut-être qu'il vaut mieux prêter quelqu'un qui est en freelance, qui est indépendant, et qui n'a pas la certitude du revenu, parce qu'il a cette faculté à diminuer ses dépenses quand il arrive en fin de mois et qu'il sait qu'il a une échéance qu'elle est remboursée, que quelqu'un qui a un CDI et qui a un comportement. C'est ça que permet, pour moi, la bonne gestion de la donnée. On a parlé des entreprises. Imaginons que chaque entreprise ait un accès à
la donnée temps réel, intelligente, sur l'ensemble de son environnement financier pour prendre des bonnes décisions, avec une gestion de trésorerie, et là on couple avec l'Instant Payment, une gestion de la trésorerie et les flux qui se font en temps réel. Je prends des meilleures décisions pour mon entreprise, je gère mieux ma trésorerie, et c'est de plus en plus automatisé et temps réel. Donc pour moi, ça a un impact sur la performance des entreprises et le PIB globalement, du coup, d'un pays, puisque les entreprises plus performantes sont capables d'investir plus et d'embaucher plus et de produire plus. Donc voilà quelques exemples de ce que permet pour moi l'Open Finance, et on pourrait en parler pendant des heures. Merci Johan. Mais sur ce thème toujours des cas d'usage, je te laisse donner le mot de la fin vu de ta fenêtre, Eric. Alors, ça sera la vue peut-être de la fenêtre du Crédit Agricole. En tant que grande banque, nous on croit beaucoup à un point qui nous semble clé, c'est que la data ne nous appartient pas, la data est la propriété de nos clients. En revanche, ce qu'on peut en faire, on doit l'animer. Et comme tout placement, quand on place de la data, c'est comme si on plaçait de l'argent. C'est quoi le rendement ? Qu'est-ce qu'on en fait ? Qu'est-ce qu'on donne comme autorisation à notre partenaire bancaire ou assurantiel pour pouvoir aller au plein potentiel en fait, de cet investissement de données. Ce qui veut dire chez nous, ça vous paraît, nous aussi on est plus de centenaires et on a inventé le mutualisme. La difficulté, c'est vraiment comment la data reste liquide. Comme un placement qui serait liquide ou pas. Quand vous faites un placement, vous avez des placements où vous êtes bloqué pendant X années ou des placements qui sont très liquides. La donnée qui est placée chez nous, est-ce qu'on sait la restituer via de l'open finance et de l'open data pour qu'elle soit utilisée de façon très fluide ? Sur les paiements, et ce que fait CDLK avec des grands partenaires, ça marche. C'est effectivement liquide. Sur le temps long, qui est quand même le cœur de la relation bancaire pour les marques du Crédit Agricole, pour LCL et les caisses régionales, c'est vraiment, on connaît nos clients de façon très fine, on a de la donnée sur eux, pas seulement sur le dernier CDI, mais depuis qu'ils sont tout petits et qu'ils sont rentrés chez nous. On a la chance d'avoir des très grosses parts de marché et des clients très fidèles. Et donc, pour nous, l'open finance, c'est comment on maximise le rendement pour le client, évidemment aussi pour nous en termes de business, mais d'abord pour le client de ces données. Et ce n'est pas sans risque, je ne sais pas si tu veux qu'on en parle. Justement, c'est une excellente transition, puisque on a vu, je pense que là, on a eu beaucoup d'exemples en peu de temps finalement sur l'usage qu'on peut faire, enfin comment l'open finance vient supporter des cas métiers et au bénéfice finalement des individus, mais aussi des entreprises. On a beaucoup parlé des marchands ou des financiers dans les entreprises d'une manière générale. Mais tout ça, aujourd'hui, effectivement, c'est quoi les risques qui vont avec, ou d'une manière générale, c'est quoi les freins à l'open finance? Parce que on l'a vu dans l'open banking ou dans la DSP2, tout n'est pas complètement rose. Donc il y a à la fois des freins, il y a peut-être des risques. Justement, embraye là-dessus. Oui, je veux bien. En fait, alors aujourd'hui, on a 53 millions de clients retail en Europe. Les clients de notre filiale, qui est vraiment spécialisée sur l'agrégation de comptes et l'initiation de paiement, qui s'appelle Linkso, on n'a que 150 000 clients. C'est pas mal, mais c'est tout petit par rapport aux 53 millions. Quand on a des nouvelles normes, l'évolution de la DSP2 ou d'autres normes réglementaires vont arriver, nous, on a un problème, c'est qu'on est détenteur de cette donnée. Elle est extrêmement recherchée. Elle a beaucoup de valeur, surtout pour nos clients. C'est-à-dire que le jour où vous avez vos données qui se retrouvent dans des mains un peu malhabiles, c'est quand même pas terrible. Et donc, nous demander de faire de l'open bar, si vous me permettez cette expression, et de donner accès aux données à peu près à n'importe qui, c'est un peu comme si on demandait à un fournisseur alimentaire de casser la chaîne du froid. C'est-à-dire que les données sont protégées chez nous. Elles le sont vraiment. Je peux vous assurer que ça nous coûte tellement cher qu'on le fait vraiment avec énormément de précision. Et c'est un sujet permanent. Si on a des réglementations qui nous disent à partir de maintenant, n'importe qui peut avoir accès à ces données à partir du moment où vous recevez juste une notification, on a quand même intérêt à vérifier à qui on va quand même passer ces données.
Sinon, c'est comme si on laissait réchauffer du poisson ou de la viande. Moi, je peux vous dire, bon, je suis végétarien, mais on va pas manger, on peut tomber très malade, on peut pourrir les données, la relation très facilement si on ne fait pas extrêmement attention à open oui, mais open vers qui et entre qui. Et comment c'est régulé. Alors en effet, c'est un point important. Je pense qu'on y reviendra parce que moi j'aime beaucoup l'image de la chaîne du froid. La question c'est comment, et je pense qu'on sait gérer la chaîne du froid pour alimenter différentes cuisines et différents chefs. Donc c'est ça qu'il faut qu'on réussisse tous ensemble. Encore une fois, pas pour le plaisir de faire de l'open finance, l'open banking, l'open ce qu'on veut, mais vraiment pour aider Madame Michu et les établissements Durand et compagnie. Et vu ce qu'on a raconté, il y a vraiment des opportunités. Gilles, tu veux embrayer parce qu'il y a un vrai sujet pour rebondir sur la chaîne du froid, sur la traçabilité, la visibilité, la transparence, enfin tous ces sujets qu'on a dans la supply chain. Je crois qu'on est tous d'accord, on adore cette métaphore de la chaîne du froid. Mais blague à part, justement, pour rebondir sur cette chaîne du froid, il ne faut pas oublier que c'est grâce à la rupture de la chaîne du froid qu'on a un jour découvert la pénicilline, ce qui a amené les premiers vaccins. Donc, j'ai envie de dire que l'innovation de rupture peut apporter des choses. Et pour reboucler sur à la fois comment on intervient et comment on collabore dans un écosystème d'innovation pour favoriser l'open finance, mais également quelles sont les contraintes et les freins qu'on peut avoir. Nous, chez Allianz Trade, ça fait depuis plusieurs années que ça fait partie de notre ADN de travailler en collaboration. Vous l'avez compris, en fait, la clé de l'open finance, c'est la collaboration, c'est de trouver des modèles, c'est d'identifier les bonnes données qui vont être partagés. Bien sûr, ça engendre des enjeux de disponibilité de la donnée, des enjeux de cybersécurité. Il faut savoir qu'un utilisateur, une entreprise qui donnerait accès à ces données un jour pourrait les révoquer le lendemain. Donc pour les acteurs, pour l'écosystème, les fintechs qui vont travailler sur l'open finance, les assureurs également, c'est une question de disponibilité de la donnée, de créer des bons modèles d'algorithmes de décision qui peuvent d'un jour à l'autre être modifiés par des données plus ou moins importantes. Donc il y a des vrais enjeux là-dessus. Nous, on travaille depuis plusieurs années avec l'écosystème justement des partenaires innovants qui ont envie de travailler sur des nouveaux modèles assurantiels, comment les intégrer plus facilement sur des plateformes et comment ça peut bénéficier aux clients pour souscrire plus facilement et simplifier leur parcours client. Et j'aimerais simplement parler également de la partie travail sur les interconnexions entre les acteurs. J'ai échangé récemment, je me suis entretenu avec une des membres expertes qui a été nommée par la Commission européenne sur le rapport d'Open Finance. Donc c'est une personne d'Allianz, c'est la groupe Data Officer, que je salue d'ailleurs, si elle nous écoute, même si elle ne parle pas français. En fait, ce qu'elle m'a dit, elle m'a dit deux choses. En tout cas, j'ai compris deux choses. La première, c'est que dans ce rapport de la Commission européenne, il y avait beaucoup trop d'acteurs du même secteur, les banques, les fintechs, des courtiers, un assureur. En fait, il faut être beaucoup plus ouvert sur la réflexion sur l'open finance. Il faut engager aussi les clients, les entreprises de toute industrie, parce que l'open finance, ça ne s'arrête pas à la finance. Ça va beaucoup plus loin. Et donc, c'est un travail qu'on doit faire tous ensemble, de mapper les données, nous-mêmes, chez Allianz Trade, de mapper les données qu'on pourrait mettre à disposition des fintechs, des insurtechs qui pourraient penser à quelles données elles pourraient mapper. Donc moi, je vous encourage et je m'engage aussi à travailler avec vous sur le mapping de ces données. Et je pense qu'on peut même éventuellement se créer un groupe hashtag Open Finance for Insurance. Vous pouvez me pinguer sur LinkedIn d'ailleurs. Et parce que c'est comme ça qu'on va faire avancer le mouvement d'Open Finance. C'est aussi le learning que notre groupe Data Officer m'a appris, c'est que c'est un travail collaboratif et c'est surtout du win-win. Parce que derrière, la donnée a un coût et il faut trouver des modèles de revenu sharing. Alors, juste un mot. Je pense que ce qui est intéressant dans l'open finance, c'est qu'il soit ouvert. Donc, on ne fait pas de l'open finance for insurance. On fait de l'open finance for Madame Michu et établissement Durand. Et pour juste rebondir sur l'Europe, je suis assez d'accord. Les consultations qui ont été faites par la Commission européenne, elles étaient ouvertes à tout le monde.
aux entreprises, n'importe lesquelles. Elles étaient même ouvertes à Madame Michu et Monsieur Michu. Ils avaient le droit de répondre directement. Donc c'est super ouvert. Je pense que notre enjeu au niveau de l'écosystème, et c'est la raison pour laquelle on a monté ce groupe de travail sur à quoi ça sert finalement l'open finance au niveau de finance innovation, c'est de vulgariser, de parler des risques bien sûr, mais d'abord des opportunités pour Madame Michu, Monsieur Durand, entreprise Dupont et compagnie. Et c'est comme ça que les différentes consultations que l'Europe peut faire pourra éventuellement mobiliser plus que des praticiens de la fourniture de données, de services financiers, de services d'assurance, etc. Donc je pense, et là je me permets d'élargir à ton propos, c'est vraiment important de désiloter ce sujet. Pour rebondir sur le rapport sur la maturité digitale, le véritable enjeu, il n'est plus technologique, il n'est plus sur les API, on va reparler d'autres sujets sur la sécurisation, donc je ne vais pas déflorer le truc. Il est vraiment sur des modèles opérationnels de collaboration, de briser les silos au sein des établissements financiers pour ceux qui en ont encore, et il y en a encore malheureusement un petit peu partout, mais aussi globalement, et rendre l'open finance comme largement accessible à tout un chacun. Voilà, c'était un petit couplet. Sur ces mots-là, je voulais donner la parole à Sophie, justement, sur les sujets de l'identification, l'autorisation d'accès, parce qu'on dit souvent, voilà, c'est simple, on donne le consentement à l'utilisateur, il peut arrêter de donner son consentement en 30 secondes. Oui et non, et là il y a un vrai sujet. Je voulais rebondir un peu sur ce que tu disais, c'est-à-dire que oui, je suis d'accord que c'est notre responsabilité aujourd'hui d'une certaine manière d'évangéliser, de rassurer les consommateurs en disant voilà, le partage de données peut être fait dans un cadre sécurisé et en fait peut vous apporter un certain nombre de bénéfices. Mais demain, j'allais dire, il faut que ce soit suffisamment clair et on n'aurait même pas besoin de venir évangéliser sur ce qu'est l'open finance en fait. Il y a il doit y avoir aujourd'hui une perception immédiate de cette valeur. Et je pense que pour arriver à ça, ça demande nécessairement quand même une bonne courroie de transmission dans cette chaîne du froid. C'est-à-dire que dans cette chaîne du froid, j'entends que les banques ont été quand même contraintes aujourd'hui à faire cette ouverture de données, que ça a eu un coût, que je comprends. Moi, je suis profondément attachée à la collaboration entre les startups et les grands groupes, parce qu'en fait, si on veut vraiment atteindre cette proposition de valeur, de fluidité, de réassurance, ça ne se fera que dans la collaboration. Et j'ai rejoint une fintech, mais j'ai fait 15 ans de grands groupes avant, donc je connais bien ce sujet de la collaboration. Mais voilà, je pense que des deux côtés, j'entends le sujet aussi d'une banque de se dire j'ouvre mes données. Voilà, je suis contrainte de le faire aujourd'hui, mais je ne veux pas le faire avec n'importe quel acteur, n'importe quel TPP en face. Et ça, c'est le rôle pour moi du régulateur de s'assurer qu'aujourd'hui, les acteurs qui sont régulés sur le marché sont contrôlés, sont pas des pirates et font les choses de manière propre, sécurisée, avec une gouvernance aussi interne qui est rassurante. Et c'est aussi du rôle de certains acteurs bancaires d'accepter ces nouvelles règles du jeu et d'y mettre un peu plus d'efforts parce qu'il y a quand même, voilà, faut aussi se le dire, des fois un petit peu d'anti-jeu quand même et pas toujours des API qui sont au top niveau avec régulièrement des régressions techniques, avec de l'UX design derrière qui est quand même un peu douteux. Et donc tout ça ne contribue pas à générer de la confiance pour l'utilisateur. Voilà. Donc ça, aujourd'hui, pour moi, c'est la principale limitation à l'essor pleinement de ce sujet. On ne devrait même pas en parler. Ça devrait être autoportant, j'allais dire, en termes de valeur pour l'utilisateur, si les acteurs de la chaîne, effectivement, collaborent et travaillent sur la réelle mise en place de ces nouvelles propositions de valeur. Après, sur les limitations peut-être de l'open banking en tant que tel, puisque je considérais, moi, dans ce panorama de l'open finance, que l'open banking venait nous apporter justement des briques de service. Bien sûr qu'aujourd'hui, il y a des limitations. Si je prends par exemple l'entreprise en tant que telle, parce que c'est vrai que tout ça a été très pensé quand même B2C, et l'entreprise a forcément une complexité supplémentaire. Si je prends évidemment le cadre du paiement, l'utilisateur qui fait ses achats par exemple sur Internet n'est pas forcément le même que celui qui paye, et encore moins celui qui par moment a accès au compte bancaire de l'entreprise. Donc quand on fait de l'initiation de paiement, ou enfin du PIS ou de l'AIS, l'accès aux informations, ben, évidemment ça demande une autorisation d'accéder à ces données du compte bancaire, et donc qui est la personne qui a autorité pour donner cet accès.
Donc ça, aujourd'hui, évidemment, nous, c'est des choses chez FinTecture qu'on essaye de contourner et par des développements produits, voilà, faire en sorte qu'on ait des partages de délégation de droits, que ce soit plus facile en fait pour l'utilisateur, même le passage de relais, j'allais dire, entre l'acheteur et le payeur, pour garantir des parcours fluides. Mais voilà, tel qu'on l'entend aujourd'hui, il y a cette limitation quand même de la personne qui a autorité pour donner accès à ces données. Oui, merci Sophie. On va revenir sur la chaîne du froid, là. Sur la chaîne du froid, parce que justement sur la... J'aurais dû le breveter, ça, mais c'est pas grave. Ouais, t'as loupé un truc. Hein. Non, mais encore une fois. C'est des choses qui arrivent, même au meilleur, hein, tu sais. Oui, non, mais blague à part, quand effectivement, enfin, c'est le cas là, je voudrais ton avis, parce que sur le cas d'usage, et qui est finalement la proposition de valeur de CDLK, là, pour le coup, la fraîcheur des données est importante. Et comment tu fais ça, et en quoi l'open banking est un facilitateur ou pas encore? On va filer la métaphore de la chaîne du froid. Donc la question n'est pas la fraîcheur, là, en l'occurrence. La question est la qualité de ce qu'il y a sur le buffet. Là, je rebondis sur l'open bar. Celle-là, j'ai déjà utilisé avant, tu ne peux pas la breveter. Je vous jure, on ne s'était pas mis d'accord avant. L'open bar, si près du buffet. Et voilà, bon. La réalité, c'est qu'est-ce qu'il y a sur la table du buffet. Tout à l'heure, Johan parlait de dire que l'open banking, la DSP2 avait régulé l'accès au compte en banque et il n'y avait pas l'épargne et le patrimoine. Bon, tout ça va évoluer. Bon. La réalité, c'est à quoi on accède en passant par ces fameuses API versus le scrapping. Bon. Ben, la réalité, c'est qu'aujourd'hui, si vous regardez votre relevé de compte bancaire, Madame Michu ou même une entreprise, on peut s'arracher les cheveux. Et donc, nous, on a tenté à l'origine, quand on s'est développé il y a 9 ans, on croyait très très naïvement pouvoir monter des programmes de cashback et avoir de la qualité de data exploitable en partant des relevés compte bancaire. Eh bien non, parce que vous avez, sur chaque opération, vous avez la date, le libellé de votre marchand, et puis le montant. Bon, parfois, certaines banques rajoutent la ville, ça dépend. Mais la réalité, c'est que si le libellé du marchand, c'est Pité 78, ben, vous ne savez pas que c'est Intersport à Chamonix. Voilà. Donc, et pour ça, il faut revenir aux flux monétiques qui sont chez le processeur. Et nous, la plus grosse difficulté qu'on a eue quand on s'est lancé, c'est de convaincre nos banques partenaires d'aller chercher la donnée brute, riche, là où elle était. Et en réalité, elle était encore stockée chez le processeur. Et donc, une fois qu'on accède à cette donnée, il y a tout un travail d'enrichissement, de raffinement, etc., de formatage. Et encore une fois, je parle pour les cas d'usage que CDLK adresse. On ne peut pas se permettre de travailler, de fournir un programme de cashback à une banque qui va facturer derrière à des marchands une valeur de campagne marketing, et il faut être absolument sûr qu'on a capturé ces points de vente correctement, etc. etc. Et on ne peut pas être dans l'à peu près. Donc nous, aujourd'hui, moi j'aimerais bien que demain, la réglementation impose un peu aussi aux banques d'avoir des relevés de compte qui soient explicites. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et ce phénomène s'aggrave parce qu'aujourd'hui, ça ne vous a pas échappé, que l'utilisation de la carte bancaire continue à exploser, que ce soit par le mobile ou je ne sais quoi, mais le carte bancaire, et puis on verra demain si le CEPA prendra le pas, mais pour le moment, on passe du temps inutile. Le conseiller bancaire essaye d'expliquer qu'est-ce que c'est cette transaction. Ça peut ouvrir des cas de fraude. Enfin, là, on a un chantier énorme de perte de temps. Donc oui, l'open finance, l'open bar, mais sur quel type de qualité nutritionnelle, je dirais, pour le modèle. D'accord. Bon, on reviendra là-dessus plutôt dans les prochaines séries de questions. Je voudrais que Johan, si tu peux dire quelques mots de l'équilibre, parce que là, on voit sur l'approche finalement de CDLK qui ne peut pas se contenter de l'open banking pour offrir la belle proposition de valeur qu'il nous a présentée. Mais pour pouvoir faire ça, est-ce qu'il y a une question d'équilibre qui n'est pas encore atteinte et sur lesquels il faut vraiment travailler en termes d'opportunités, on en a parlé, mais aussi risques, tels que parfaitement imagés par Eric.
Alors, effectivement, d'ouvrir les données, il y a un enjeu de sécurité. Mais la sécurité, ça s'adresse parfaitement, dans le sens où on peut construire des accès sécurisés et le partager à des acteurs qui sont sécurisés et qui sont régulés. Bridge en a été le premier acteur agréé établissement de paiement pour se connecter au serveur des banques, pour récupérer des informations sur les comptes et initier des paiements. On a œuvré pendant 10 ans pour être capable de faire cet échange et on sait très bien comment le faire de manière sécurisée. La problématique, c'est l'alignement d'intérêts. Est-ce que les acteurs dans la chaîne ont intérêt à partager les données? À partir du moment où il y a un alignement d'intérêts, ça se fait très bien. Et on y arrive parfaitement. Là, les enjeux de sécurité, en fait, il n'y a pas vraiment un problème. Oui, il faut l'adresser et ça marche. En revanche, quand les intérêts sont pas alignés, bah là, on n'y arrive pas. On n'y arrive pas, mais ce n'est pas des sujets de sécurité, c'est un sujet de volonté. J'ai eu une discussion intéressante très récemment avec un régulateur qui me disait, bon ben voilà, cette banque, elle ne veut plus investir sur son API, elle ne voit pas l'intérêt, ça coûte cher et elle ne voit pas en quoi ça pourrait favoriser son business. Donc, bah, désolé, il va falloir que vous repassiez au scrapping. Ah bon, je croyais que le scrapping, c'était pas sécurisé. On en est là, en fait. C'est qu'au final, on a diabolisé le scrapping pour favoriser l'usage des API. C'est un faux débat. Le scrapping, c'est lecture de page web. Ça peut être fait de manière sécurisée ou non. Et une API peut être sécurisée ou non. Ça dépend de comment elle est faite. Donc on voit bien que c'est un enjeu derrière business. À partir du moment où l'entreprise qui crée l'API sait très bien la monétiser, c'est un business, elle va très bien faire l'API, elle va le faire rapidement et ça va être temps réel et on va pouvoir faire compter l'usage. Par ailleurs, je précise que l'open banking permet d'éviter la fraude et de réduire les risques. Quand je partage mon IBAN à gauche à droite, est-ce que c'est sécurisé? Avec l'initiation de paiement, je n'ai plus à partager. Quand j'envoie mes PDF de relevés bancaires à gauche à droite, d'ailleurs, moi, en tant que demandeur de crédit, je peux très facilement frauder mon PDF et mon relevé bancaire. Avec l'open banking, c'est plus possible. Quand un acteur comme Bridge va connecter le compte bancaire, vérifier le nom, le prénom, la raison sociale, l'IBAN, et on détecte que là, il y a quelqu'un qui est en train d'essayer de faire quelque chose de frauduleux, on renforce la sécurité des systèmes. Donc en fait, pour moi, le principal frein, c'est de trouver le modèle économique qui aligne les intérêts de tout le monde. Et aujourd'hui, je n'ai pas la réponse, et je ne sais pas si on va la trouver. C'est pour ça que je suis assez pessimiste, au final, après 10 ans d'avoir œuvré sur ce sujet, qu'on y arrive, parce que je pense qu'on n'arrivera pas à trouver un alignement d'intérêts, et tout particulièrement sur le paiement, où l'initiation de paiement par virement qui devient temps réel, avec un parcours ultra fluide, peut remplacer le paiement par carte. C'est d'ailleurs pour ça qu'il y a des réglementations. La réglementation, au final, dans notre secteur, n'est pas tant pour s'assurer de la sécurité, elle est surtout d'ouvrir à la concurrence, de forcer en quelque sorte l'innovation et d'arriver à une solution de paiement, grâce à l'open banking, une solution de paiement, qui est une solution souveraine européenne. La problématique que ça pose, c'est qu'est-ce qu'on fait des paiements par carte et de tous les acteurs qui gagnent énormément d'argent grâce à la carte et qui ne gagnent pas d'argent aujourd'hui sur le virement. Donc le principal frein, c'est ça. Et j'adorerais pouvoir collaborer et travailler à ces sujets, mais encore une fois, il faut que, pour collaborer, il faut que les deux parties aient envie de collaborer, ce qui reste encore à prouver. Et là, la réglementation aide, parce que plus la réglementation est dure, plus en quelque sorte le bâton est fort, plus à côté, la carotte peut devenir intéressante en parallèle. Oui, j'ai envie de réagir là-dessus, parce qu'en fait, ce n'est pas une relation bilatérale. On le dit beaucoup, hein, c'est de la collaboration, etc. Le début de cette table ronde, on a partagé les opportunités et les bénéfices que ça peut apporter à Madame Michu, aux établissements Durand et autres images. En fait, je pense que collaborer, ça suppose de travailler sur les bénéfices, d'innover là-dessus, parce qu'effectivement, le digital remet en question un certain nombre de business models, et ça ne peut pas se faire facilement, et c'est par l'innovation, c'est-à-dire en sortant par le haut, qu'on va s'en sortir. Moi, je suis absolument convaincu, et le régulateur également, que c'est par l'identification de cas métiers au bénéfice du citoyen, qu'il soit personne morale ou personne physique, qu'on va s'en sortir. Parce qu'à partir du moment où on se met tous autour d'une table pour régler un objectif commun, qui est effectivement de mieux servir le client final et l'entreprise, qu'effectivement on alignera tout le reste. Et là où tu as raison, c'est qu'effectivement,
faire ça, ça veut dire sortir tous de notre coquille d'entreprise, de notre confort d'une certaine manière, et peut-être que pour certaines banques c'est plus compliqué que pour d'autres, mais c'est un sujet d'écosystème. C'est exactement la raison pour laquelle on a créé ce groupe de travail avec Finance Innovation. Et moi j'apprécie aussi l'introduction tout à l'heure de Paris Europlace, hein, qui disait que finalement c'est par l'innovation et tous ensemble qu'on va pouvoir trouver des solutions. Sinon, on va s'appauvrir. Et compter sur une régulation pour apporter un coup de marteau encore plus fort, moi, j'y crois pas une seconde. Je pense que la DSP2 nous a montré précisément que la réglementation ne pouvait pas régler le sujet. Et tu le dis toi-même. Donc, je pense que tout ce que tu dis est vrai, mais en même temps, pour la solution, eh ben, j'espère qu'on fait partie de la solution quand on se réunit tous ensemble avec des points de vue qui peuvent être considérés par certains comme étant très opposés sur la place de marché. Donc moi, vraiment, je vous remercie d'y participer. Avant de conclure, bah justement, si on rebondit sur les initiatives alors, réglementaires, de standardisation aux associations, voilà, si on se projette, qu'est-ce qui vous paraît aux uns aux autres le sujet important? Moi, j'ai parlé en introduction du SPA, hein, du SEPA Payment Account Access Scheme, sur lequel des acteurs de standardisation, de réglementation, de business se sont réunis pour mettre en place des processus communs pour adresser des cas d'usage. Bon, est-ce que ça, c'est des solutions? Voilà. Enfin, quels sont vos points de vue? Moi, peut-être, pour continuer, Johan et Benoît, peut-être vous pouvez vous exprimer, parce que d'un côté, on parle de bilatéralisme, hein, pour solutionner la problématique, enfin, tout simplement pour apporter la proposition de valeur de CDLK. On s'est retrouvé, j'imagine, à faire du bilatéralisme, parce que le multilatéralisme via les réglementations open banking ne répondait pas au problème. Voilà. Enfin, comment vous voyez ça? Enfin, est-ce qu'on peut... est-ce qu'il faut, autrement dit, multiplier le bilatéralisme? Bon, ça ne me paraît pas super scalable, tout ça, mais bon. Ou aller vraiment vers le multilatéralisme, et quelle est votre opinion là-dessus, à tous les deux? Compliqué comme question. Oui, je sais. Parce que moi, je suis assez pragmatique. Hein. Quand on s'est créé, il y a eu le choix d'aller chercher la donnée où est-ce qu'elle était exploitable. Donc, sur le relevé de compte, non. Donc j'ai envie de dire, c'était pas vraiment un sujet de savoir si la DSP2 allait nous aider ou pas, mais juste quand on a discuté avec les banques. Et le fait d'être plutôt en coopération plutôt qu'en disruption, c'est aussi un choix de modèle économique. Ne nous voilons pas la face. Ceux qui sont lancés, et Johan pourra en parler mieux que moi, ceux qui sont lancés dans le B2C, c'est pas du tout les mêmes modèles économiques. Quand on est une fintech, il faut lever des fonds, il faut enrôler. C'est de l'acquisition B2C, et je sais ce que ça vaut en termes de coût d'acquisition. Donc à un moment donné, on suit une piste. Il y a différentes façons. Moi, j'ai essayé aussi de travailler avec des néobanques. Bon, le modèle économique à une néobanque, s'il faut en signer 15 et attendre 10 ans pour qu'il y en ait une qui soit un client rentable, c'est compliqué. Donc honnêtement, la vie d'un entrepreneur, d'un fintech, c'est quand même des choses très très basiques. Donc je vais botter en touche parce que j'attends rien de la réglementation, mais rien du tout. J'attends juste du bon sens sur le marché. Quand je discute avec les banques, notamment sur un sujet qui m'est cher en tant que particulier, c'est j'aimerais bien un jour ou l'autre, ma banque ou mes banques me fassent des relevés de compte intelligibles. Or, je m'aperçois que le sujet de la transparence des relevés de compte pour une banque, si ça se limitait uniquement à changer le libellé du marchand, c'est ce que nous on propose, hein, ça serait simple, mais derrière, ça tire des tas de problématiques. Quand vous avez une ligne qui est marquée agio aux frais financiers et que votre conseiller bancaire est incapable de vous expliquer comment ça a été calculé, ça tire des problématiques beaucoup plus pénibles à gérer. Et là, avant qu'il y ait une décision qui se prenne dans une banque en disant on va faire ci, on va faire ça, une fois que j'ai dit ça, j'ai vu que Nickel avait lancé une solution de clarification de relevé de compte. Ça va dans le bon sens et j'ose espérer qu'avec les nouveaux entrants, ça va montrer la voie. Mais on voit qu'à chaque fois, ce n'est pas des sujets simples pour faire bouger dans le bon sens. Donc,
Réglementation, oui, si demain elle réglemente en disant c'est pas normal d'avoir des relevés de compte aussi inintelligibles, ben, oui, ça pourrait aider notre business. Je suis pas sûr d'avoir bien compris la question, mais je vais essayer d'y répondre tout de même. En tout cas, si on parle du paiement, il faut qu'on soit capable, pour tous les Européens, et même pas tous les acteurs, enfin tous les individus du monde, de payer. On ne peut pas aller voir un marchand et lui dire implémente une nouvelle solution de paiement, mais pour un client de la banque A, ça va marcher, et pour le client de la banque B, ça ne va pas marcher. Donc on a l'obligation en quelque sorte de connecter toutes les banques. Comment réussir à connecter toutes les banques sans avoir un push réglementaire pour forcer en quelque sorte l'ensemble des acteurs bancaires en Europe à ouvrir les systèmes et à fournir une bonne expérience de paiement par virement. Je ne sais pas comment faire si la réglementation en est débat. On revient sur le sujet du business model. Je pense que si toutes les banques avaient un business model très clair avec le virement, ça serait fait déjà depuis très très longtemps. Vu qu'il y a une vraie question sur le business model, il y a deux chemins qu'il faut qu'on travaille. Un, la réglementation doit pousser en quelque sorte pour forcer l'ensemble des acteurs économiques du paiement à bouger vers le paiement par virement. Et je rappelle que c'est une question de souveraineté. On t'entend plus là. Non, alors, qu'est-ce qui se passe? Faut peut-être l'avertir. Tu nous entends, Johan? On t'entend plus là. En fait, le compte à rebours a fini. Là. Ah, ça doit être on a été coupé. Non, il voit toujours l'image. Ouais. Ça doit être un problème de micro chez lui. Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend de nouveau. Ça a été coupé à quel moment? Au moment où tu as parlé de l'autre volet. L'autre volet. Ah. Tu dis d'un côté, tu as la réglementation qui pourrait imposer machin, et de l'autre côté, et là, on était pendu à tes lèvres. D'aller voir chaque banque en Europe de manière bilatérale pour lui demander est-ce que oui ou non, tu es OK pour un petit système pour faire un nouveau moyen de paiement et de le faire auprès des 4 banques européennes, et que la réponse est quasi systématiquement non, je ne vois pas comment ça fonctionne s'il n'y a pas un push réglementaire en parallèle. Donc je pense que la réglementation ne résout pas les problèmes, mais donne une impulsion et augmente la pression pour faire en sorte que les acteurs soient obligés de se parler et de trouver des solutions, notamment le business model. Et je pense que tu parlais des citoyens tout à l'heure, c'est quand même le Parlement européen qui vote les lois, et donc c'est les citoyens qui votent les lois. Il y a un sujet de souveraineté sur les moyens de paiement, ça a été exprimé à de nombreuses reprises par le Parlement européen et la Commission européenne, et il faut respecter cet enjeu. Mais aujourd'hui, vu que les intérêts sont contradictoires, on n'y arrive pas. Donc pour moi, plus la réglementation va pousser, plus on va être capable à côté d'avoir ce dialogue bilatéral, de trouver des solutions, notamment sur le business. Oui, mais je pense que le fond de la question, c'était de dire que finalement, une approche peut-être bilatérale, c'est pas scalable. Et quand on est dans un pays comme l'Europe, avec pas loin de 6000 banques en Europe, enfin 5500 maintenant qu'on a le Brexit, c'est juste pas possible. Donc, moi, je trouve que le SPA, enfin l'initiative de l'EPC, est un premier pas pour aller vers un dialogue entre les différents acteurs de l'écosystème pour se mettre d'accord sur un modus operandi, y compris pour apporter des services facturables dans ce domaine. Je sens que on est trop long, et c'est peut-être un élément de solution. Bon, Gilles, je ne sais pas, tu as déjà parlé d'inclusion financière, tu veux ajouter quelques mots là sur l'inclusion de l'assurance très très vite, pour donner le mot de la fin peut-être à Eric. Merci. Oui, très rapidement, parce que je vois qu'on nous attend. Je pense que je vais pas en rajouter par rapport à ce qui est dit, mais je note quelques termes importants. L'open finance, c'est l'affaire de tous. N'oublions pas, donc il faut inclure tout le monde.
C'est pas uniquement le secteur de la banque, de l'assurance. Il faut aussi réfléchir aussi à ce qui peut se passer dans les années à venir. Si on se projette à 15-20 ans, est-ce que ce sont toujours les banques qui posséderont les données financières et les flux? On pense par exemple aux GAFA, comment vont se comporter les GAFA dans les années à venir, comment les flux également pourront transiter à partir des réseaux sociaux. Donc il faut penser à ça également, il faut inclure ça dans notre réflexion. Et en tout cas, c'est un travail collectif qu'on peut commencer dès maintenant et qu'on va poursuivre. Oui, et puis juste, enfin non, excuse-moi. Non, j'allais dire, je vais abonder très vite, pareil, sur ce que viennent de dire Joanne et Gilles, c'est-à-dire qu'en fait, on a parlé du régulateur, on vient de parler des pouvoirs publics, et je pense qu'aujourd'hui, il y a une vraie volonté politique à pousser ces modèles, en fait, pour des questions de souveraineté, pour des questions d'usage, pour des questions de fluidifier le marché, et c'est quand même aussi ça l'enjeu des pouvoirs publics aujourd'hui, de défendre une certaine vision de l'intérêt général en dépit des intérêts privés. Donc certes, il y a besoin de venir poser des business models pour fluidifier les relations, etc., mais il y a aussi besoin de venir poser un cadre politique et réglementaire pour à un moment venir tendre vers un autre idéal qui n'est pas forcément celui qu'on a toujours. Ça, pour le coup, la Commission européenne est extrêmement claire là-dessus. Là, pour le coup, il n'y a pas de débat. Je pense que l'évolution va venir des usages. C'est-à-dire que si on a effectivement des usages de plus en plus intéressants pour les particuliers, pour les entreprises, les évolutions techniques et réglementaires vont arriver. Le problème, c'est d'éduquer ses clients, et notamment en retail, pour que les gens ne tombent pas dans le piège des GAFA en disant « moi j'ai confiance en Amazon ou en Facebook, donc je donne tout, y compris mes relevés bancaires bien détaillés », parce que là, ça serait une absolue catastrophe. Et pas que pour nous, hein, d'abord pour les clients. Merci. Merci à vous tous déjà. Merci de nous avoir écoutés. Désolé des petits problèmes techniques qu'on a eus. Et merci à Finance Innovation. Je pense qu'on a plein de choses à dire encore sur ce sujet. À suivre l'année prochaine. Merci à vous.